Le changement climatique, les inégalités, le vieillissement de la population sont identifiés comme les principaux enjeux pour l'avenir de la France. Cette semaine, la Commission sur les grands défis économiques a rendu public son rapport commandé par Emmanuel Macron, commission que vous co-présidez, Olivier Blanchard. Bonsoir. Vous êtes macroéconomiste, spécialiste de l'économie du travail, professeur au Massachusetts Institute of Technology, auparavant chef économiste au Fonds monétaire international. Le réchauffement climatique, le vieillissement, les inégalités, pourquoi vous identifiez ces trois sujets comme des bombes à retardement ? Parce que ça nous a paru être les défis les plus importants du futur. On peut faire une longue liste, on peut rajouter les pandémies, etc., etc. Mais il nous a semblé que ces trois-là étaient absolument fondamentaux. Les deux premiers, qui sont réchauffement climatique, inégalité, sont des défis existentiels. Je veux dire, dans le premier cas, c'est l'avenir de la planète, c'est assez important. Et dans le deuxième cas, les inégalités, dans la mesure où elles augmentent, c'est inacceptable. Et puis, c'est très dangereux politiquement, c'est très dangereux pour la démocratie. Ça nous a paru très important de les traiter. Dans votre rapport, la pandémie que vous évoquez est inscrite comme un enjeu de court terme. L'OMS a dit qu'elle serait avec nous pendant une décennie. Pourquoi pour vous ce n'est pas un sujet structurel en fait? C'est lié à l'environnement aussi. Non, c'est un sujet très important. On a commencé le rapport avant que la pandémie se déclenche. Donc on a choisi des sujets avant. Est-ce qu'on aurait choisi la pandémie comme un des défis majeurs ? Peut-être pas. La pandémie, c'est un défi plus médical qu'un défi économique. Donc, je suis pas sûr qu'on aurait pu vraiment contribuer. Mais c'est certainement quelque chose d'autre auquel il faut penser. Ça aurait peut-être été le numéro 4 sur notre liste si on avait 4 sujets. Le rapport ressuscite, dans les préconisations que vous faites, ressuscite la taxe carbone qui avait allumé la mèche de la crise des Gilets jaunes en novembre 2018. Il propose aussi de taxer les successions pour répondre aux inégalités de capital à la naissance. Il légitime la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, mais qui a été stoppé net par la crise sanitaire. Taxe carbone, réforme des retraites, ce sont deux sujets qui mettent la population vent debout. Oui, on a bien réalisé, mais on s'est posé la question de savoir d'abord si c'était les bonnes réformes, et si c'était les bonnes réformes, pourquoi il y avait eu une telle opposition. Donc, dans chaque cas, on a bien réfléchi à ce qu'il fallait faire, et on est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas se passer de taxe carbone, que l'impôt sur les successions, il faut le regarder de nouveau, que la retraite à points, ça a un sens, etc. Mais dans chaque cas, on s'est vraiment préoccupé de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle réaction. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a en fait des perdants. Quand on fait une taxe carbone, elle est très régressive. Elle tombe plus sur les gens qui sont pauvres que sur les gens qui sont riches. Et donc, à chaque fois, on a essayé de réfléchir à ce qu'il fallait faire en plus. Donc, c'est pas juste la taxe carbone, c'est toute une série de mesures. L'une, c'est la taxe carbone, mais c'est aussi des subventions aux perdants, c'est des taxes à la frontière pour éviter la délocalisation, etc., etc. Donc, s'il y a une force du rapport, elle vient de... Si ces réformes sont bonnes, pourquoi est-ce qu'elles ont été tellement difficiles à faire passer dans le passé ou juste abandonnées ? Donc on va s'intéresser au changement climatique que vous mentionnez comme l'un des trois principaux enjeux. Comment on quantifie le coût du changement climatique et comment on allie croissance et diminution des émissions de CO2 ? C'est la question qui taraude depuis longtemps déjà. Ce qui est évident, c'est qu'on peut maintenir la croissance et diminuer les émissions de CO2. C'est ce qui est en train d'arriver d'ailleurs dans les pays avancés depuis une décennie. Donc il n'y a pas de problème fondamental. Alors ça va changer la croissance. Il est sûr qu'on ne va pas produire exactement la même chose. Ça peut avoir un effet sur la croissance, peut-être faible, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais il n'y a pas nécessité d'arrêter la croissance pour arrêter les émissions. Mais ça touche le porte-monnaie du contribuable. Oui, absolument. On n'a rien sans rien. Ça va coûter de l'argent, il y a un certain nombre de choses à faire. Ce qu'il faut faire, c'est que ce ne soit pas inégal, que ce ne soit pas les pauvres qui paient plus que les riches. Et donc c'est là que c'est très important de penser aux autres mesures qu'il faut prendre. Mais la taxe carbone est essentielle, c'est le seul moyen de prendre des décisions cohérentes. Sinon, on prend des décisions dans tous les sens. Certaines coûtent énormément d'argent, d'autres pas. Et finalement, on dépense beaucoup trop pour le même résultat. Alors, pour la plupart, les membres de la Commission viennent du monde entier. Un tiers sont français. Parmi les critiques qui sont sorties à la publication du rapport, il y a le fait peut-être que ils sont tous trop proches les uns des autres. Vous êtes tous trop proches des uns des autres. Pourquoi ne pas être allé chercher peut-être des économistes qui sont sur une autre ligne, Esther Duflo, qui est elle aussi prix Nobel d'économie, ou le spécialiste des inégalités, Thomas Piketty?
Oui, d'abord, on a demandé à Esther, et je crois qu'elle aurait été ravie de le faire, mais quand on vient de recevoir le Nobel, on est très occupé. Elle faisait déjà pas mal de trucs pour le gouvernement, donc elle a dit non, mais elle aurait été bien sûr bienvenue. Dans le cas de Thomas, on a choisi des gens qui sont assez proches de lui. Stéphanie Stancheva, qui est une jeune professeure de Harvard, a travaillé avec Thomas. Denis Rodrik, qui est un spécialiste de ces questions, a des idées qui ne sont pas très différentes de Thomas. Donc on ne pouvait pas choisir tout le monde. Mais il me semble qu'on a une commission qui est assez diversifiée. Bien sûr, on n'a pas choisi des gens qui sont totalement extrêmes dans un sens ou dans l'autre, mais il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Ce n'est pas les raisons pour lesquelles on les a choisis. Et je crois qu'il y a vraiment un large consensus. Le calendrier aussi interrogé, publié entre les deux tours des élections régionales, à un an de la présidentielle. Est-ce que vous avez travaillé pour le candidat Macron plus que pour le président de la République ? Non, on a travaillé pour l'avenir de la France et pour le monde. On est ravis que ce soit le président qui nous ait demandé de le faire. Mais comme j'ai dit quand on a présenté le rapport, c'est un bien public. Je serais absolument ravi si tous les partis l'adoptaient. C'est à leur disposition. Je suis ravi de leur parler. Et de manière générale, la Commission a vraiment travaillé pour tout le monde. Alors, si le président Macron s'en sert, très bien. Si d'autres prennent des éléments, encore mieux, pas de problème. Olivier Blanchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci beaucoup. Merci. Alain Villemeur, bonsoir. Vous êtes docteur en économie. Bonsoir. Vous signez avec Jean-Hervé Lorenzi La grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter. Dans ce livre, vous faites une série de propositions pour créer une croissance durable dans les prochaines décennies. On va y venir. Mais tout d'abord, un commentaire sur ce rapport qui a été publié cette semaine. Est-ce qu'il légitime les choix qui sont ceux d'Emmanuel Macron déjà ? Écoutez, ce rapport est tout à fait intéressant. Mais à notre avis, il fait l'impasse sur le problème de la croissance. Bien sûr, le défi climatique, le défi des inégalités, le défi du vieillissement, ce sont des défis considérables. Il y a un défi qu'à notre avis, ils ont oublié, c'est celui de la croissance. Pourquoi ? Parce que les pays occidentaux connaissent depuis une vingtaine d'années une croissance ralentie, systématique, que ce soit la France, les États-Unis, l'Italie, le Japon. Et c'est particulièrement inquiétant pour faire face aux défis. Il ne faut pas oublier que la France, par exemple, depuis 2008-2009, n'a eu qu'une croissance en moyenne de 1% par an, ce qui est un record à la baisse. Il y a très longtemps que la France n'avait pas connu une si faible croissance. Ça ne permet pas au pays de se mettre en route, quoi. Ça ne permet pas au pays de se mettre en route, ça ne permet pas de résoudre le problème des inégalités, ça ne permet pas d'augmenter le pouvoir d'achat. Et de notre point de vue, nous, on défend l'idée qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat si on veut faire face aux défis climatiques. Donc le défi climatique et la taxe carbone, par exemple. Donc par exemple, pour le défi climatique, on parlait de la taxe carbone. Pour vous, ce n'est pas une bonne idée alors ? C'est une bonne idée, mais c'est absolument insuffisant. Le problème est, on a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, la taxe carbone a suscité des révoltes. Pourquoi ? Parce que la taxe carbone va augmenter le prix d'un certain nombre de produits. Or, les gens modestes et les gens de la classe moyenne auront du mal à faire face. Donc, sans augmentation du pouvoir d'achat. Donc, nous, on préconise le retour d'une croissance raisonnable avec effectivement une augmentation du pouvoir d'achat. Mais concrètement, comment on fait ? Parce que cette taxe carbone qu'on oppose toujours, ça veut dire quoi ? Que ça va privilégier les circuits courts ? C'est ce que vous préconisez ? Oui, mais on a le défi, si vous voulez, c'est celui de la croissance aussi. Et actuellement, la croissance, nous on considère que la croissance a beaucoup diminué dans tous les pays parce que les profits ont considérablement augmenté. Quand vous regardez les profits aux États-Unis, jamais aux États-Unis il y a eu autant de profits des entreprises. C'est le cas également dans les pays comme le Japon ou l'Italie qui connaissent des stagnations économiques. Donc les profits sont tellement importants qu'ils réduisent la demande. Et c'est un défaut de demande, d'une manière générale, qui explique cette stagnation vers laquelle on se dirige. Dans cette répartition des revenus, parce que là, vous parlez des très hauts revenus, des moins hauts, mais vous préconisez aussi une meilleure répartition entre les revenus des jeunes et des seniors, entre les emplois qualifiés et non qualifiés. Comment on fait ? Alors, nous, de manière générale, si vous voulez, on préconise... On baisse les retraites pour donner plus de travail aux jeunes et pour augmenter les salaires des jeunes ? Nous, on préconise 6 nouvelles répartitions dans la suite de la réconciliation de Keynes et Schumpeter. On considère qu'il faut à la fois prendre en compte l'offre
et la demande. Donc il faut arrêter de relancer les économies et puis d'abandonner les problèmes de demande et de passer dans des politiques de l'offre. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver entre l'offre et la demande. Et quand on raisonne de cette manière, on met en évidence 6 répartitions, dont la répartition profit-salaire, mais aussi la répartition, par exemple, des revenus des jeunes générations. Mais donc concrètement, on baisse les retraites ? Non. Non, non. Nous, on considère qu'il faut maintenir les retraites. Par contre, quelle est la priorité actuelle ? La priorité, ce sont les jeunes générations. Les jeunes générations ont vu leurs revenus diminuer. Il y a 50 ans, par exemple, il y a 50 ans, à 25 ans, le revenu des jeunes était supérieur à la moyenne française. 50 ans après, les revenus à 25 ans sont inférieurs de 20% aux revenus des jeunes, aux revenus de la moyenne française. Bon, donc, je pense que la crise, la pandémie a renforcé l'idée que notamment les jeunes ont beaucoup souffert de cette crise. Que ce soit dans les universités, que ce soit en perdant un certain nombre d'emplois, les petits boulots, etc. Donc, il faut rétablir un équilibre en faveur des jeunes générations. Les jeunes générations sont celles qui ont le taux de pauvreté le plus important. Donc ça, c'est un point sur lequel vous insistez. On assiste en ce moment à une reprise forte. Tous les grands secteurs croulent sous la demande. Vous parlez de l'offre, de la demande. Après 15 mois passés dans l'urgence, il est temps de penser le temps long. Mais tout ne va pas si mal, en fait. Ça reprend. Alors ça reprend, heureusement. Mais vous savez, après une chute de 8% de la richesse, l'économie a été arrêtée. Elle n'a pas été détruite. Et heureusement, grâce aux politiques qui ont été mises en œuvre, ce qui fait qu'il est tout à fait normal d'avoir un rebond de l'ordre de 5-6%. Le problème, c'est que de toute façon, on ne retrouvera sans doute le niveau de richesse de 2019 que l'année prochaine. Et le temps long devient problématique. Alors c'est quoi le temps long ? Quand on faut penser maintenant à plus longue échéance, c'est quoi la plus longue échéance ? C'est préparer les 10 prochaines années. C'est préparer demain 2030, les 10 prochaines années. Est-ce qu'on ne manque pas de recul ? Et même 2050, dans notre livre, on fixe un objectif pour 2050. Pourquoi 2050 ? Parce qu'en 2050, il faudrait absolument retourner au plein emploi. Et puis la neutralité carbone, le défi climatique qui s'impose à nous, qui est le défi du siècle, et qui va nécessiter beaucoup d'investissements. Alain Villemeur, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Je rappelle le titre de votre livre avec Jean-Hervé Lorenzi, La Grande Rupture. Merci beaucoup. Merci beaucoup.